J'espère que tout va bien pour vous et que vous tenez la forme. Alors, question simple. Enfin, simple sur le papier. Aujourd'hui, on en est où entre l'Algérie et les pays du Sahel? Parce que depuis le déplacement qu'on nous a vendu comme hautement stratégique, grandiose, super prestigieux et évidemment redoutablement efficace du président nigérien à Alger, le Sahel a refait surface d'un coup comme sujet brûlant dans les médias algériens. Et ce n'est pas un hasard. On parle d'une zone avec laquelle Alger traîne des rapports tendus, emmêlés, parfois franchement explosifs, depuis 2023. Et surtout, depuis avril 2025. Le moment où, rappelons-le, les 3 États sahéliens ont rappelé leurs ambassadeurs en poste à Alger à la suite de l'épisode, devenu presque mythique, du drone malien près de la frontière algéro-marocaine. Un incident dont, soyons honnêtes, personne ne connaît encore les détails réels. Le public, ici comme ailleurs, est coincé entre 2 récits opposés, aucun n'ayant été confirmé par une instance indépendante. Résultat, depuis ce jour-là, les relations entre l'Algérie et ses 3 capitales sahéliennes ont enchaîné les montées de tension, au point qu'on a parlé d'une crise inédite, presque historique. On n'avait tout simplement jamais vu autant de friction entre Alger et ses voisins du Grand Sud. Et puis, voilà que débarque cette visite du président du Niger, les 15 et 16 février dernier, je le rappelle, le général Abdourahmane Tiani, reçu avec un accueil plus que chaleureux par Abdelmadjid Tebboune. Tapis rouge, cérémonial, mise en scène, le package complet. Alors forcément, une question flotte dans l'air. Est-ce le début d'un vrai dégel, d'une détente durable, d'une réconciliation qui s'installe? Ou bien juste un rapprochement ponctuel, limité à Alger et Niamey, pendant que les autres, Mali et Burkina Faso, restent sur la touche? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Je ne suis pas seul. Nous avons eu l'immense plaisir et le grand honneur d'accueillir 2 personnes qui sont des experts de la situation du Mali et qui sont aussi des amis et des confrères, qui ont eu la gentillesse et l'amabilité de venir sur notre plateau pour débattre du futur, du présent, du futur et du présent, des enjeux et des défis des relations entre l'Algérie et les 3 États du Sahel. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec moi Monsieur So Abdoua, qui nous a même gratifié de ce livre qu'il vient d'éditer. Merci beaucoup Abdoua d'avoir accepté notre invitation et j'ai l'immense plaisir aussi d'accueillir avec moi Ag Ahmed Mohamed, confrère journaliste, militant activiste, président de l'association Keltamachek en France et en Europe et président de l'association de la transition civile du Mali en exil à Genève. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Ag Ahmedou. Merci beaucoup à vous les amis. Abdoua, traducteur et écrivain. Ag Ahmedou, confrère aussi journaliste, comme je viens de l'expliquer. Vous êtes 2 observateurs avertis de la situation sahélienne. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire et nous expliquer, selon vous, comment vous avez interprété, comment vous avez vécu et comment vous analysez ce rapprochement entre Alger et Niamey? Est-ce le début d'une décrispation, d'un dégel et d'une véritable réconciliation entre l'Algérie et tous les autres pays du Sahel? Ou est-ce juste une réconciliation conjoncturelle, isolée, qui ne concerne qu'Alger et Niamey? Donc, d'abord, vous remercier de nous avoir invités, de nous avoir donné cette occasion concernant le Mali. Moi, je commence par le Mali parce que c'est chez moi. Donc voilà la visite récente je pense, si je ne me trompe, du 15 au 16 février 2026 du président Abdourahmane à Alger s'inscrit dans une logique. Parce que
les intérêts stratégiques entre l'Algérie et le Niger ne sont pas les mêmes. Et les intérêts stratégiques aussi entre le Burkina et l'Algérie ne sont pas les mêmes que ceux du Mali avec l'Algérie. Donc, si vous vous souvenez bien, sur vos antennes ici, vous avez invité à un moment donné le confrère, le cher aîné Escaba. Ici, il a tout détaillé. Il a expliqué que le Niger ne pourra jamais être dans une posture de conflit avec l'Algérie. Et Tiani, il a dit aussi, Abdurrahman Tiani, a dit que l'État algérien, il a démenti ce que la junte malienne a toujours martelé en disant que c'est l'Algérie le terreau des terroristes. Abdurrahman Tiani a dit aussi, je vais expliquer aussi le fait qu'il y a des relations aussi stratégiques concernant les gazoducs qui quittent l'Algérie, qui traversent le Niger et qui font connexion avec celui du Nigeria, qui vont dans le futur alimenter l'Europe, donc jusqu'aux États-Unis. Donc ça, c'est énorme et ça va apporter beaucoup de choses pour l'État nigérien. Il y aura des ingénieurs nigériens qui seront formés, effectivement, que ce soit des pétroliers ou des gaziers, qui seront formés en Algérie. C'est énorme. Contrairement à la situation au Mali aujourd'hui, on voit que les jeunes du Niger et du Burkina Faso ont lâché celle du Mali en plein vol. Parce que, alors justement, Ahmad, là je t'interromps, tutoyons-nous, voilà, entre confrères. Bon, voilà, entre Africains, on va essayer d'utiliser le tutoiement parce qu'on va parler de sujets très lourds et on va essayer de détendre le climat pour bien comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas d'indices qui démontrent qu'il y a une rupture entre Niamey, Bamako et Ouagadougou? Est-ce que c'est le Niger qui va se poser comme médiateur pour remédier aux problèmes entre l'Algérie et le Sahel? Ou est-ce que ce sont juste les intérêts économiques qui ont fini par contraindre le Niger à faire des concessions et à s'éloigner un petit peu de Bamako pour se rapprocher davantage d'Alger? Mais pour le moment, est-ce que ce n'est pas trop tôt de parler de trahison? Parce que les autorités maliennes n'ont pas commenté, jusqu'à preuve du contraire. Si je l'ignore, vous me dites, est-ce que chez vous au Mali, des acteurs affiliés ou proches du gouvernement actuel de transition ont commenté ce rapprochement, ont critiqué, ont ont été indignés ou ont dénoncé quoi que ce soit? Est-ce que ce n'est pas le Niger qui essaie encore de faire le médiateur, qui essaye d'arranger? Il y a des intérêts économiques importants, tu viens de les dire, le gazoduc, la formation, des investissements. On a calculé, chez nous, que l'Algérie va quand même investir plus de 50 millions de dollars pour construire des infrastructures socio-économiques, des équipements de services publics. Est-ce que le Niger ne fait pas d'une pierre deux coups, comme on dit, l'économie, le business et la géopolitique en même temps avec Alger? Alors, moi, je vais d'abord préciser quelque chose. Vous m'appelez Amadou, je m'appelle Hadj Ahmedou. Voilà, donc voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu seulement la visite d'État du président nigérien en Algérie, il y a aussi eu la visite du ministre algérien des énergies à Ouagadougou. Donc nous sommes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes connus aujourd'hui, jusqu'à ce que beaucoup de gens nous invitent sur les plateaux de télévision, parce qu'on nous a connus sur le débat public virtuel africain. Donc on a vu que les sbires de la junte malienne ont critiqué cela. Et pour nous, c'est une critique qui vient indirectement de la junte malienne. Et les sbires de la junte du Burkina Faso ont répondu aux sbires de la junte malienne en leur disant « Non, nous gérons nos affaires ». Le Niger et le Burkina ont des affaires qui ne sont pas les mêmes que celles du Mali. En expliquant qu'Assimi Goïta a été à l'investiture du président Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry, avec qui les autres régimes
celui du Niger et du Burkina Faso, ont des quiproquos parce que Mamadi Doumbouya avait refusé en 2022 d'adhérer et en 2023 d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel. Donc ça montre, c'est un indicateur révélateur qui montre qu'il y a un gros désaccord. Il y a un désaccord. Et aussi, aujourd'hui, il est en train de s'atteler à la sortie de la crise. Parce qu'on parle de pourparlers pour la libération du président Mohamed Bazoum. Et on voit aussi certains acteurs de la société civile nigérienne qui sont contre Tiani, qui commencent à revenir vers lui, à faire des déclarations l'encourageant en lui disant qu'ils sont disposés à l'aider. Ils appellent même le président de la République du Niger à sortir de la crise nigérienne. Alors, Abdoua, est-ce que tu es d'accord avec Ahmed? Alors, beaucoup de Ahmedou, je le prononce bien? Améou, est-ce que tu es d'accord? Parce que, effectivement, je rappelle que tu as fait un livre dans les prisons de Wagner et l'armée malienne. Est-ce qu'il y a une dissension entre Niamey et Bamako? Est-ce que c'est juste une théorie, une mauvaise interprétation, ou est-ce qu'il y a peut-être une volonté de la part du président du Niger de se poser comme médiateur et de régler ses affaires, comme je l'ai dit, avec l'Algérie, parce qu'il y a un intérêt économique? L'Algérie lui a proposé un chèque, vous savez la vérité, de 50 millions de dollars. Le gazoduc transsaharien, qui va passer par le Niger, pourrait rapporter au Niger, selon nos estimations et celles de pas mal d'experts, entre 400 et 600 millions de dollars par an. On ne refuse pas cela, puisqu'il y a eu, en plus, ce bloc pétrolier, le gisement pétrolier de Kafra, pas loin de la frontière algéro-nigérienne. Est-ce que c'est le pragmatisme qui a primé? Mais est-ce que le pragmatisme signifie que Tiani a trahi son alliance avec les autres pays du Sahel? Alors vous avez posé une question très intéressante. Il faut d'abord savoir que ces trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso, sont très très différents. Ils ne parlent pas les mêmes langues, ils n'ont pas du tout la même culture, ils n'ont pas les mêmes problèmes en fait. Donc ce sont trois pays complètement différents. Ils ont créé l'Alliance des États du Sahel parce que ces pays-là étaient menacés par la CEDEAO d'une intervention militaire. C'est la raison pour laquelle l'Alliance des États du Sahel a été créée après le coup d'État qu'Ibrahim Traoré a fait au Burkina Faso. Donc, ils ont créé cela très rapidement pour contrer la CEDEAO. Voilà le seul objectif. Mais sinon, ce n'est pas du tout une alliance militaire. Ils ne se soutiennent pas mutuellement quand il y a des attaques. D'ailleurs, régulièrement. Quand il y a des attaques, ils ne se soutiennent pas mutuellement. Alors, pourquoi je dis que ces pays-là sont très différents publiquement? C'est parce que les déclarés publiquement, ils ont annoncé depuis la création de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023 qu'il y a, sur le plan de l'annonce, en tout cas, sur le plan de la déclaration, une alliance militaire. Les deux pays étaient prêts, le Mali et le Burkina Faso étaient prêts à soutenir militairement le Niger au cas d'une attaque des forces armées de la CEDEAO. Donc voilà, il y a une coopération militaire, il y a des accords, il y a des réunions, tout cela. Tu es en train de nous dire que tout cela, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la propagande. Ce n'est pas de la politique. Vous voyez qu'il y a des attaques des djihadistes tous les jours au Niger.
le Mali ou le Burkina ne va jamais aider. Il y a des attaques régulièrement au Mali. Le Niger ou le Burkina ne vient jamais aider. Alors, le fait que le président du Niger soit parti en Algérie n'est pas du tout considéré comme une trahison de la part des Maliens ou des Burkinabés. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a rien entendu. Parce qu'il n'y a pas eu de communiqué sur cela et les médias n'en parlent pas. D'accord ? Et ce n'est pas non plus considéré comme une médiation. C'est-à-dire que le président du Niger n'est pas parti pour essayer de réconcilier le Mali et l'Algérie. Pas du tout. Parce qu'au Mali, nous avons un sérieux problème, en fait, qui se trouve dans le nord du Mali, alors que le Niger partage une longue frontière avec l'Algérie. Donc, le président du Niger, étant le plus âgé d'ailleurs de tous ces militaires dictateurs, étant le plus averti, est conscient de ses intérêts stratégiques, de ses intérêts économiques. Donc, c'est la raison pour laquelle il est parti en Algérie, et cela, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est comme cela que les Maliens et les Burkinabés le comprennent. Ce n'est pas du tout pour faire la réconciliation. Ce n'est pas du tout non plus considéré comme une trahison. Alors moi, je dirais simplement que le problème avec le Mali est extrêmement grave. Moi, j'ai toujours accusé l'Algérie. Pourquoi elle n'est pas intervenue pour aider les Touaregs du nord du Mali? Pourquoi? Alors, on va en parler. On va en parler là. Est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie? Ahmedou, est-ce que tu peux nous expliquer, pédagogiquement et calmement, pourquoi au Mali, au nord du Mali, il y a encore un problème, alors qu'au nord du Niger, les Touaregs et le pouvoir central ont réussi une certaine réconciliation? Pourquoi le problème Touareg se pose davantage au Mali et pas au Niger? Pourquoi, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a pas cette même problématique-là? Juste pour faire de la pédagogie, c'est un cas que beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas. Alors, je rappelle qu'il y a plus d'1 million et quelques Touaregs. Ils sont répartis sur 4 ou 5 pays. Algérie, Libye, Mali, Niger et Burkina Faso. Ces 5 pays et un peu en Mauritanie. Un peu en Mauritanie. Tu vas me corriger si je me trompe. Mais on a l'impression que le problème ne dure qu'au Mali, alors qu'au Niger, il y a eu un processus de réconciliation, avec des rébellions, et cela a été réglé. C'est quoi la différence entre le cas du Niger et le cas malien? Bon, je vais un peu ouvrir une petite parenthèse concernant le fait que la junte du Mali et du Burkina Faso avait soutenu la junte du Niger contre la CEDEAO. Nous rappelons aussi que l'Algérie avait également fait une déclaration pour dire à l'Union africaine et à la CEDEAO qu'elle interdisait une intervention militaire au Niger. Donc ça aussi, il faut le dire, c'est documenté, c'est un fait. Donc maintenant, concernant les Touaregs, ils sont plusieurs confédérations éclatées sur 5 à 6 pays. Ils ne sont pas seulement au Niger ni au Mali. Il y a le Burkina Faso, il y a l'Algérie, il y a le sud libyen et une partie en Mauritanie. Donc vous dites qu'ils sont 1,5 million. Et je vous dis qu'au Mali seulement, ils dépassent 1,5 million. Au Mali seulement, ils dépassent 1,5 million. Parce que
Selon les données des moments de l'indépendance en 1960, les Touaregs du Mali avaient le même nombre que le peuple maure de la Mauritanie. Donc, ils étaient au même nombre. L'amicale Touareg des régions nous invite, avec qui nous collaborons le 9 mai. Donc le thème de la conférence, c'est « Pourquoi au Mali, et pas ailleurs, la revendication territoriale des Touaregs à l'épreuve des frontières postcoloniales ?» Donc ça, c'est une question qui mérite vraiment d'être répondue. Les Touaregs ne sont pas séparatistes en Algérie. Au contraire, ce sont eux qui élisent, qui sont au premier rang en ce qui concerne l'électorat présidentiel. En Libye aussi, c'est la même chose. Au Niger, ce sont eux qui soutiennent. Parmi les putschistes contre Bazoum, on compte aussi des Touaregs. Donc vous voyez, au Mali aussi, on a des leaders Touaregs qui soutiennent la junte. Mais ce qui fait que la situation est grave, c'est que ces leaders-là, il y a des mercenaires russes de Wagner qui sont venus, à qui la junte au pouvoir a donné quitus, et qui tuent les populations de ces mêmes leaders qui soutiennent la junte d'Assimi Goïta. Et c'est cela qui fait que nous, en tant qu'acteurs des médias, analystes locaux, nous n'avons pas supporté cela. Là, nous n'avons pas supporté cela, parce que ce sont des faits d'une évidence flagrante, et ce sont nos parents, nos proches, qui sont morts. Et on se pose la question, on se dit toujours, pourquoi ces crimes de drone ? Moi, j'ai perdu, le 13, dans la nuit du 13 au 14 novembre, mon cousin, sa femme et ses 5 enfants, qui sont tous mineurs. Et aussi des missions terrestres qui vont dans les villages, qui appliquent la tactique de la terre brûlée, des expéditions punitives qui tuent des femmes et des enfants. Avant, l'armée malienne, à l'époque, parce que le problème est récurrent, ne tuait que des hommes. Mais maintenant, avec les Russes sont en train d'apprendre à notre armée à tuer aussi des enfants et des femmes. Avant, cela n'existait pas. Et ce ne sont pas seulement les Touaregs qui sont touchés par cela, ce sont tous les Maliens, les Peuls. On se souvient, en mars 2022, dans la ville de Moura, plus de 500 Peuls ont été tués, des femmes, des enfants et des hommes, dans la région de Mopti. Et il y en a toujours, par exemple, l'année dernière, à côté de Dafarabé, il y a eu plus d'une 60aine de Peuls et un Touareg qui a été tué. Qui a été. Ce que tu dis est effectivement touchant, émouvant, même grave. Mais encore une fois, pourquoi le problème Touareg au Mali n'a-t-il pas été réglé alors que le problème Touareg au Niger l'a été ? Est-ce qu'il n'y a pas, au sein des factions Touareg maliennes, aussi une certaine radicalité ? Parce que je rappelle, le débat est là, c'est pour cela qu'on vous a invité aujourd'hui. On peut, bien sûr, dénoncer et condamner les atteintes à l'intégrité physique des populations civiles et les massacres. Et tout cela. On ne peut pas non plus nier qu'au nord du Mali, il y a des mouvements qui ont pris des territoires entiers, qui étaient entre les mains de groupes armés hors du contrôle de l'État central depuis pratiquement 10 ans. Quel pays en Afrique ou dans le monde pourrait accepter de composer indéfiniment avec des groupes armés qui veulent, au sein même de l'État, imposer leur logique ? Ils ne sont pas tous séparatistes, comme l'a dit Ahmedou, mais il y a une faction séparatiste, ou des groupes. Comment régler ce problème-là ? Est-ce que ce problème ne va pas pourrir la vie du Sahel jusqu'à ce qu'on trouve une solution ? Et quelle serait la solution ? Puisque l'accord d'Alger de 2015 n'a pas été appliqué. Et clairement, en 10 ans, il n'a pas apporté de solution. Il n'a pas été appliqué. Alors, si vous permettez, vous avez posé une bonne question en disant qu'il y a des Touaregs en Libye, il y a des Touaregs en Algérie,
il y a des Touaregs en Mauritanie. D'accord. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce sont ceux qui sont au Mali qui posent problème, entre guillemets? Voilà, la réponse est très simple. Elle est très simple. Nous sommes des Africains. Nous connaissons tous ces pays-là. La Libye avait fait le nécessaire pour sa propre population. L'Algérie, pareil. La Mauritanie, pareil. Le Niger avait fait le nécessaire pour sa propre population. Qu'est-ce que j'appelle le nécessaire? Ce sont les écoles, d'accord. Ce sont les routes, ce sont les hôpitaux, d'accord. C'est l'intégration, en fait. C'est redonner la dignité au peuple. Mais le Mali n'a jamais fait cela pour les Touaregs, n'a jamais fait cela pour les régions Touaregs. Je rappelle simplement que le dictateur Moussa Traoré a passé 23 ans au pouvoir. Il a passé 23 ans à tuer ces gens-là. Quand vous tuez les adultes, les enfants, quand ils vont grandir, vous pensez que le problème est réglé? Jamais, jamais, jamais de la vie. Le problème n'est pas réglé parce que ces enfants-là, en grandissant, d'accord, ils vont se venger. En tout cas, le problème ne sera jamais réglé. Vous voyez? Iyad Ag Ghali, qu'on dit aujourd'hui être le terroriste le plus dangereux, lui, son père avait servi l'armée malienne. D'accord. Monsieur Ag, qui est à côté, sa famille a servi l'armée malienne. Mais c'est quoi le résultat? L'armée malienne a tué le père d'Iyad Ag Ghali. D'accord. Cela, c'est juste un exemple. Il n'y a pas de famille touareg où l'armée malienne n'a pas tué quelqu'un de sa famille ou n'a pas tué un de ses parents. Cela n'existe pas. Et cette région-là est complètement abandonnée. Il n'y a jamais eu de goudron là-bas. Il n'y a jamais eu d'école. Rien. Si vous voyez des écoles, c'est que les populations elles-mêmes ont cotisé pour fabriquer des écoles. Très bon débat, Ahmedou, toi qui es de la région. Juste pour diversifier la parole, il faut rappeler qu'au nord du Mali, il n'y a pas que les Touaregs. Il y a des Peuls, il y a des Arabes, il y a d'autres populations. Il y a des Soninké, il y a des Songhai, etc. Je vous explique la particularité. Et toutes les ethnies du Mali font des revendications. D'accord? Le problème avec les Touaregs, si je peux dire, c'est-à-dire que ce problème-là tient au fait qu'ils ont la peau blanche au milieu de ces noirs-là. Il y a toutes sortes de complots qui sont nourris en disant que ces populations blanches sont aidées par la France, sont aidées par les Occidentaux. Ce sont des blancs. Donc ils veulent que ces blancs-là dirigent le reste des noirs qui sont dans le sud. Donc, on les massacre. Voilà tout le problème. C'est un Malien qui vous le raconte. Nous, on est nés dedans. On connaît parfaitement ces problèmes-là. D'accord? Donc cela a formé du racisme, en fait, dans le sud du pays. Ceux qui ont le pouvoir à Bamako. Cela a formé du racisme chez les militaires, chez des populations lambda, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été à l'école, qui ne sont pas instruits, qui vont accepter ce discours-là en disant « Ah oui, c'est vrai, les minorités blanches qui sont dans le nord du Mali, les Occidentaux veulent. » Il y a un racisme, il y a une touarégophobie plus forte que dans les autres pays. Parce que moi j'ai parlé, alors ils prennent l'exemple de l'amour. Ça, 1 minute. J'ai parlé avec d'autres, j'ai parlé avec des confrères maliens. Je sais qu'on aurait aimé inviter des proches du gouvernement de transition ou des représentants, etc., pour faire un véritable débat contradictoire. Parce que le problème touareg
concerne toute la région, ne concerne pas que les Maliens. Il y a aussi toute la région, puisqu'ils vont vous donner des réponses politiques. Mais justement, est-ce que votre réponse n'est pas cela? Est-ce que, Ahmed, votre réponse n'est pas biaisée? Est-ce qu'il n'y a pas eu des dérives aussi, des dérapages et des crimes commis aussi par des factions Touaregs? Est-ce que dire que les Touaregs ont toujours été victimes et longtemps victimes, est-ce que c'est une vérité ou n'est-ce pas un peu fantasmé? Laisse-moi te préciser quelque chose. Moi, je suis ici en tant que Touareg, un Malien lambda qui appartient à la communauté Touareg. Certes, je suis un Touareg, je suis fier d'être Touareg, je suis fier d'être africain et je suis fier d'être citoyen du monde. Mais je n'ai jamais été porteur d'un uniforme ni membre d'un groupe armé, quel qu'il soit. C'est-à-dire, quand on voit les Touaregs, vous venez de dire que les Touaregs séparatistes, ou je ne sais pas quel qualificatif vous avez donné, refusent de céder Kidal. Moi, je vous précise que je viens de la région de Tombouctou. La région de Tombouctou et Kidal, c'est plus de 600 kilomètres. Je suis descendant des élites, comme ces militaires qui dirigent le pays. Et ma communauté a toujours soutenu Bamako. Elle est là-bas, à Bamako, aujourd'hui, elle est impuissante. Mais pourquoi on cible cette communauté dans la région de Tombouctou? Pourquoi bombarde-t-on des foires hebdomadaires dans la région de Tombouctou? On tue des enfants, des mineurs, on bombarde des personnes civiles, innocentes, sans armes. On les tire dans leur sommeil, des femmes et des enfants. On envoie des missions expéditives punitives contre des populations civiles, des femmes, des enfants, des innocents. Pourquoi? Si on appartient à un État, cela ne doit pas se faire, parce que cela s'appelle tout simplement un nettoyage ethnique. Ce sont des ethnocides. Et là, vous êtes dans une démarche, c'est-à-dire qui nous rappelle les profondeurs politiques du Mali. La junte est venue. Il y a la paix au Mali. Et ça, c'est indiscutable. Le problème du Mali, c'est le terrorisme. Ça, nous sommes clairs là-dessus. Et le terrorisme, il est international. Vous n'êtes pas sans savoir que même hier et avant-hier, le territoire béninois a été attaqué. Le territoire togolais a été attaqué. Donc tout le monde, vous en avez, toi, tu es un rescapé en Algérie, vous en avez payé les frais à un moment donné. Absolument. Absolument. Nous, ce qu'on demande à notre pays, c'est de gérer l'État avec lucidité. Mais les militaires qui sont venus au pouvoir, puisqu'ils sont venus au pouvoir, ils ont amené les Russes, ils sont contestés par les partenaires du Mali à l'époque, qui ont sauvé le Mali. Parce que ni la France, ni l'Algérie ne retrouveraient aujourd'hui le Mali dans la situation où il est. L'État s'est mis dos à dos avec tous ses partenaires, surtout ses voisins. L'Algérie, avec laquelle elle partage 1300 à 1400 kilomètres. L'Algérie, qui lui a offert les accords sur un plateau d'argent. Les accords de 2015, ce sont des accords pour la paix et qui ont été signés à Bamako le 15 mai et le 20 juin 2015. Et l'armée malienne est venue, je te parle en tant que journaliste, est venue en juillet 2013 après la signature du préaccord à Ouagadougou qui a permis à Ibrahim Boubacar Keïta d'être élu. Et le préaccord a été signé par Tibile Dramé à l'époque. Absolument. Et il y a eu
l'armée est rentrée à Kidal, même en 2023, l'armée était à Kidal. L'armée a toujours été à Kidal. Donc voilà, je te parle en connaissance de cause. Maintenant, ce que je dénonce, c'est qu'il faut qu'on ait une armée pédagogique, qu'on ait un État vraiment responsable. Sinon, nous n'avons pas un État responsable. Parce que moi, si j'ai un problème avec telle ou telle personne armée, justement, pourquoi l'État malien ne serait-il pas responsable? C'est ça le souci. Pourquoi au Niger, la réconciliation a marché, a fonctionné, et pas au Mali? Parce qu'au Niger, on ne tue pas les Touaregs comme on les tue au Mali. Au Niger, on ne tue pas les Touaregs comme on les tue au Mali. Quelque chose qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de Touaregs qui sont noirs. En fait, c'est un peuple métissé. Ce n'est pas un peuple de blancs aux yeux bleus. On est d'accord. Il faut comprendre qu'il y a une idéologie qui a toujours existé dans le Sud. C'est comme des complotistes en fait. Ils fabriquent un mensonge, ils se focalisent dessus en disant que c'est simple à comprendre. Ils vont prendre l'exemple de la Mauritanie. Ils vont dire que c'est une minorité de blancs qui dirige ce pays-là. Et les Occidentaux, les Français, d'accord, veulent faire la même chose avec le Mali, avec les Touaregs, une minorité de Touaregs qui va diriger le reste. Tous les Maliens, tous ceux qui connaissent le Mali, vont certifier cela en fait. Donc, ils ont toujours tué ce peuple-là. Alors, si c'était un État qui se respectait, un État de droit, d'accord, un peuple qui revendique quelque chose, par exemple l'indépendance ou une certaine autonomie, etc., vous faites un référendum ou bien vous leur accordez une certaine autonomie. Mais vous n'allez pas massacrer des femmes et des enfants. D'accord ? Voilà. Alors, pourquoi parlons-nous de cela ? D'accord ? Moi, je suis malien du Sud. Pourquoi parlons-nous de cela ? Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas notre pays. Non, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il faut en parler. Il faut se dire la vérité pour régler ce problème-là. Le problème du Mali, ce ne sont pas des Touaregs, d'accord ? Ce sont des Maliens, depuis des milliers d'années. Ils ont inventé leur système d'écriture, qui s'appelle le Tifinagh. Ils ne sont pas étrangers au Mali. Que les gens arrêtent ces complots en disant que c'est une minorité de blancs que les Occidentaux veulent mettre à la tête d'un pays de Noirs pour nous diriger. Cela, c'est une utopie. Il faut comprendre que ceux qui ont véhiculé cette utopie, qui sont à l'origine de cela, c'est la junte. Et avec l'arrivée de la junte au pouvoir, c'est pire, parce que eux, ils les massacrent. Ils refusent de trouver des accords. Ils massacrent. C'est pour cela, alors, quand vous voyez qu'on parle de l'Azawad, quand vous voyez qu'on parle d'indépendance, c'est parce que ces gens-là ont toujours été massacrés. Ils ont toujours été massacrés par le pouvoir central. Ils ont fait du Nord un grand enjeu du Mali pour occulter la réalité, alors qu'ils sont en train de perdre aujourd'hui le Sud, où ils sont depuis le 3 septembre 2025. Tous les axes vitaux qui alimentent Bamako en carburant et en produits de première nécessité, qui quittent la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, aujourd'hui sont coupés par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et il n'y a pas que Kidal. Est-ce que le Mali est d'après, si on vous entend, en résumé, si je dois résumer,
vous êtes en train de me dire que le Mali est dirigé par une élite raciste, xénophobe, qui a un projet de purification de la population, qui veut absolument nuire et programmer la disparition d'une population. On n'est pas loin de l'accusation de génocide. On n'est pas loin des accusations de génocide. Sauf que, dans le nord du Mali, quand on parle avec pas mal de spécialistes, d'autres commentateurs et d'autres acteurs que vous, ils nous disent que les tueries ne concernent pas que les Touaregs. Cela concerne d'autres populations, comme les Peuls, comme les Songhaïs, et même des tribus arabes, etc. Donc ce n'est pas un problème dirigé uniquement contre les Touaregs. C'est un problème qui touche le nord du Mali à cause de l'effondrement de la Libye de Kadhafi. Beaucoup plus les Peuls et les Touaregs. Et Assimi Goïta, juste donne-moi une minute. Assimi Goïta, lorsqu'il a été à l'inauguration de la deuxième mine de lithium à Bougouni, il a parlé en bambara. Il était héliporté. Bougouni, Bamako, c'est 160 km et il y a le goudron. C'est bien bitumé. Donc il était héliporté, il a parlé, il a dit qu'à l'époque, Bamako avait beaucoup de pression concernant le manque de carburant. Il y avait de longues files et le carburant était presque devenu un diamant. Donc il avait dit tout cela, il a fait savoir en bambara que tout ceci, c'était pour que nous continuions à bombarder les populations du Nord. Il se permet de dire cela. Et sa vidéo existe, elle est documentée. Est-ce qu'il y a un risque que la rébellion Touareg, ou pas la rébellion Touareg, parce qu'encore une fois, au nord du Mali, vous êtes d'accord qu'il y a d'autres groupes armés qui ne sont pas Touareg? Alors, expliquez-nous. Dans la coordination des groupes armés au nord du Mali, il y a des groupes armés qui sont issus d'autres ethnies, qui représentent typiquement d'autres ethnies. Est-ce qu'il y a une répartition ethnique? Oui ou non? Oui, c'est une très bonne question, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, il y en a énormément, mais c'est récent, d'accord? C'est parce que, en fait, le problème malien est très facile à comprendre. La région où vivent les Touaregs a été complètement abandonnée par l'État depuis les indépendances, depuis 1960. Et le fait que cette région-là soit abandonnée, il y a eu des revendications. Les gens ont demandé simplement d'avoir de l'eau potable, des écoles, etc. Ce qui est tout à fait normal. Au lieu de répondre à cette demande, ils les ont tués. C'est cela l'origine du problème en fait. Donc les gens se sont armés pour se défendre. C'est venu comme cela, d'accord? Ensuite, il y a eu des revendications. Quand vous massacrez, vous tuez des gens, à un moment donné, la chute de Kadhafi, parce que les rébellions d'avant existaient déjà. Pourquoi la chute de Kadhafi n'a-t-elle pas impacté l'Algérie, le Niger, le Tchad et le Soudan? La chute de Kadhafi n'a pas impacté ces pays. Alors aujourd'hui, je suis d'accord, il y a énormément de groupes armés. Il y a des groupes armés, il y a des groupes djihadistes, il y a énormément de groupes. D'accord? C'est en cela que votre question est intéressante. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le problème, quand il voit le Mali d'aujourd'hui, il va dire « Ah oui, il y a énormément de groupes armés. » C'est vrai, aujourd'hui, il y a des groupes armés. Mais tous ces groupes sont récents. D'accord? Alors là, on parle précisément du problème Touareg. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme ils ont toujours été piétinés, massacrés par le pouvoir central, il y a eu des revendications. Suite à ces revendications, certains ont demandé leur indépendance. Ce n'est pas le cas de tous les Touaregs. En fait, c'est pour cela que les gens ne connaissent pas le peuple Touareg. Ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de Touaregs qui étaient à Bamako, qui étaient avec le pouvoir central, etc. Donc le problème est venu comme cela, petit à petit, pour le reste du sud en fait.
Moi, je suis Peul, par exemple. Certains Peuls ont pris les armes parce qu'ils ont été assimilés au groupe djihadiste ces dernières années. Et ceux-là, ce sont ces militaires-là qui sont au pouvoir qui ont fait cela. En fait, nous sommes des sudistes. D'accord, nous n'avons aucun problème. Nous ne revendiquons pas un territoire. Le Makina ou la région de Kai ne demandent pas leur indépendance. Pas du tout. Nous, on demande juste qu'ils cessent de tuer des populations civiles. Vous avez l'État qui a armé des groupes de chasseurs d'ozo pour tuer d'autres civils, par exemple. Vous voyez donc maintenant, il y a énormément de groupes armés. Mais le problème Touareg, en fait, est beaucoup plus ancien, vous voyez. Alors, quelle est la relation entre les factions armées Touareg et les factions terroristes ? On a cité tout à l'heure le nom d'un leader Touareg. On a expliqué son passé, etc. et que son père est mort, etc. Le problème, c'est que ce monsieur, maintenant, dirige un groupe affilié à Al-Qaïda. On est d'accord. Alors, on a le droit, naturellement, de se défendre. C'est normal de lutter pour son intégrité, pour sa dignité, pour son honneur, etc. Mais pourquoi les mouvements islamistes comme Al-Qaïda et l'État islamique ont-ils pu prospérer rapidement au nord du Mali ? Est-ce que le problème était uniquement identitaire et une lutte pour les droits civiques ? Quelle est la relation avec Al-Qaïda et l'État islamique ? Tout de suite. Vous venez de dire que c'est à cause de la chute, vous avez fait référence à la chute libyenne de Mouammar Kadhafi, qui a favorisé la prolifération de groupes armés terroristes dans le nord du Mali. Je vous rappelle que le 22 septembre 2002, Feu Amadou Toumani Touré, qui était le président d'alors du Mali, avait fait libérer des dizaines d'Allemands des mains d'El Para, qui était un commandant du groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui sévissait dans le nord du Mali et dans le nord du Niger, ainsi qu'une partie du Tibesti au Niger et au Tchad. Donc son émissaire, c'était Iyad Ag Ghali. Je précise aussi, que le terrorisme n'a pas d'ethnie, et je vais l'expliquer. Donc, cela ne date pas d'aujourd'hui. En juin 2009, 2 officiers supérieurs de l'armée malienne, qui étaient parmi les plus aguerris, le colonel Lamana, qui a été tué par Al-Qaïda au Maghreb islamique à Tombouctou, chez lui, et le colonel Hama, qui a essayé de le venger et que l'État n'a pas soutenu, n'a pas donné assez d'hommes ni d'armes, cela, c'était en juin 2009. Kadhafi. La crise libyenne. C'était en 2011, donc cela n'a rien à voir. J'ai parlé avec un ancien chef des services de renseignement libyens qui m'a dit « Oui, on voit votre ministre des Affaires étrangères accuser la Libye. Non, il faut regarder le passif sécuritaire du Mali. Vous allez trouver la réponse à votre crise. » Donc, cela, c'est ce que la junte essaie de faire, ainsi que ses ministres. C'est-à-dire qu'ils cherchent des boucs émissaires, des prétextes pour expliquer une impuissance locale. Je rappelle aussi qu'en 2015, il y a eu, dans des régions du sud du Mali, à Nara et Misséni, des attaques en mars 2015. Je précise bien mars-avril 2015. Il y a eu des attaques de Souleymane Keïta, qui se revendiquait chef de la Katiba Ansardine du sud du Mali. Keïta, c'est un Malinké. Ce n'est pas un Touareg. Ce n'est pas un Peul. Ce n'est pas un Sonimké. Ce n'est pas un Dogon. Donc, cela ne date pas d'hier. Et aujourd'hui, depuis l'attaque contre l'aéroport de Bamako en septembre 2024, on a vu un nouvel émir Bambara, originaire de Koulikoro, qui s'appelle Binjara. Et aujourd'hui, pour Binjara, il y a des chansons à Bamako. Il y a des gens qui chantent pour lui. Binjara, aujourd'hui,
est en train de concurrencer Assimi Goïta. Donc ce ne sont pas des Touaregs, ce ne sont pas des Peuls, ce ne sont pas des Soninké, ce ne sont pas des Arabes. Donc c'est faux de dire que le problème Touareg empêche le Sahel de se pacifier, de se réconcilier avec lui-même, de se stabiliser, de se réconcilier avec ses voisins. C'est faux de le dire. C'est complètement faux. Je reviens simplement sur la question que vous avez posée auparavant. Elle est très intéressante. Pourquoi ces groupes armés ont-ils rejoint les djihadistes ? Alors si vous vous souvenez bien, l'année dernière, ces militaires qui sont à Bamako ont décidé de chasser tous les Touaregs qui étaient à Bamako, qui étaient avec eux. Du jour au lendemain, ils les ont traités de terroristes. De simples civils maliens qui sont à Bamako, des intellectuels, des gens qui ont des partis politiques et qui ne sont pas d'accord avec eux, ils les traitent de terroristes. D'accord ? Nous, les Peuls, nous sommes des bergers. D'accord ? Nous sommes des nomades. Nous vivons dans la brousse. Ils nous ont tous, sans exception, même des femmes et des personnes âgées, assimilés aux terroristes djihadistes. Donc, du jour au lendemain, des gens comme vous, des intellectuels qui vivent dans de grandes villes, qui ne connaissent même pas les Touaregs, qui ne connaissent même pas les djihadistes, vous les assimilez aux djihadistes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Au final, ce sont ces militaires-là, en fait, qui créent les terroristes. Voilà votre réponse. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ces gens-là ont fait des alliances, en fait, avec des gens qu'on appelle des djihadistes pour se défendre, pour combattre ces militaires. Oui, lui, il en est un exemple frappant. Il est étudiant, établi en France depuis 2011. Il est parti en vacances. Il a fait un livre. Je rappelle que Abdou a fait un livre dans les prisons du Mali. On l'a assimilé aux djihadistes. On l'a arrêté, torturé, et les mercenaires russes de Wagner l'ont torturé en prison à Bafo, au Mali. Et tout le monde connaît la base de Bafo. C'est là où les mercenaires russes de Wagner torturent les Maliens. Et lui, il a été torturé. C'est après qu'il a prouvé qu'il était établi en France. Alors, mais dans ce cas-là, si on applique votre raisonnement, il y a un risque de contagion dans l'ensemble de la région, dont, en réalité, les inégalités, les injustices, les totalitarismes nourrissent le djihadisme et poussent des populations locales dans les pays du Sahel et de l'Afrique subsaharienne à rejoindre, à adhérer aux groupes djihadistes qui leur vendent un projet idéologique, qui leur vendent du sens et qui leur font croire qu'ils sont là pour défendre leurs droits. Donc, dans ce cas-là, dans l'extrême sud algérien, cela peut arriver. Il y a aussi des inégalités en Algérie. Il y a des inégalités en Mauritanie. Il y a des problématiques peut-être moins graves qu'au Mali, mais ces problématiques-là peuvent s'aggraver. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un basculement de toute la région dans la sphère terroriste djihadiste parce que les gouvernements sont incapables de répondre aux besoins de leur propre population ? Alors, votre raisonnement est intéressant. Je ne sais pas sincèrement si cela peut se produire ailleurs, en Mauritanie, en Algérie ou ailleurs, je ne sais pas. Mais je connais bien le Mali. Le cas malien, c'est en fait cela qui a vraiment posé problème. D'accord. Donc au final, ce sont ces militaires-là qui ont poussé tout le monde en fait à être terroristes, à être djihadistes. Bon, en tout cas,
Nous, on ne se considère pas comme terroristes. Nous, on ne se considère pas comme des djihadistes. On se considère comme des citoyens maliens qui se défendent. Parce que ce sont ces militaires-là qui sont en tort. Ce sont eux qui ont fait un coup d'État. Ce sont eux qui tuent nos populations tous les jours. Alors, Ahmedou, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les relations ou quel est l'impact sur les Touaregs algériens de la situation au nord du Mali? Toi qui es Touareg, est-ce que tu as des contacts avec les notables Touaregs de la région de l'extrême sud algérien? Est-ce qu'il y a des contacts familiaux qui sont maintenus? Est-ce qu'il y a une colère? Est-ce qu'il y a une exaspération? Quelle est la situation des Touaregs algériens? Honnêtement, aujourd'hui, quelle est la situation des Touaregs algériens? Quel est leur regard et leur perception de la situation dans la région du Sahel? Est-ce qu'ils ont des craintes? Est-ce qu'ils appréhendent? Est-ce qu'ils redoutent un effet de contagion? Est-ce qu'ils ont envie de s'impliquer dans le conflit? Est-ce qu'il y a des jeunes Touaregs d'Algérie qui ont rejoint des groupes séparatistes, des groupes armés ou des groupes djihadistes au nord du Mali? Est-ce que tout cela existe? Comment cela se passe-t-il sur le terrain? Bon, certes, il y a des Touaregs algériens. Il y a des Touaregs maliens. Bon, moi, à ma connaissance, je n'ai pas appris qu'il y ait des Touaregs algériens qui vont au Mali pour combattre. J'ai appris que les Touaregs algériens, quand il y a des Touaregs qui quittent le Mali, qui quittent la Libye, sont accueillis par leurs frères algériens. Cela, c'est normal. On a des Dogons maliens qui partent et des Mossi maliens qui se réfugient au Burkina Faso. Ils sont recueillis par des Dogons burkinabés et des Mossi burkinabés. C'est normal, ce sont les réalités anthropologiques des frontières. Donc voilà, et il n'y a pas, c'est-à-dire une ingérence de ces communautés algériennes touareg, bien sûr, sur le sol malien. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la crainte est partagée, y compris par les Touaregs du Mali, du Niger, les Touaregs d'Algérie et même de Mauritanie. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai dit dans un forum à Tunis en novembre 2022, qui concernait la sécurité transfrontalière au Sahel, en Algérie et en Libye. Aujourd'hui, avec le problème des djihadistes, que ce soit du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ou de l'État islamique, qui occupe aujourd'hui 2 régions, celles de Gao et de Ménaka, où ils ont même un fief à Anderan-Boukan, où il y a l'émir de l'État islamique au Grand Sahara, qui s'appelle Abu Mazou, qui est un Nigérien issu de Boko Haram et qui s'attaque aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Celles qui peuvent aujourd'hui gérer la sécurité, qui connaissent le désert et qui résistent au climat du désert, qui résistent au relief du désert, ce sont incontestablement les Touaregs, les Arabes et les Toubous du Tchad, qui peuvent sécuriser cette bande sahélo-saharienne, y compris les Peuls aussi. Donc cela nécessite aujourd'hui une prise de conscience de la communauté internationale pour mettre la pression sur l'incapacité des juntes sahéliennes à contenir cette menace, qui est une menace que j'appellerais la vraie menace existentielle pour nos États, pour l'Algérie, pour le Mali et pour les États sahariens, vous savez. Oui, alors, pour conclure, on est obligé de conclure les amis. Alors, on va juste, brièvement, proposer des solutions. Quelle serait donc la solution à la situation actuelle? Est-il possible, d'ailleurs, qu'Assimi Goïta se rapproche de l'Algérie, d'Alger, etc., comme Tiani, pour qu'on puisse trouver une plateforme de travail commun afin d'apporter la paix
dans une région qui, en réalité, échappe au contrôle de tout le monde. La région, aujourd'hui, on vient d'en expliquer la description à Médou, elle est terrifiante. Aujourd'hui, il y a des émirs, il y a des régions entières dominées par des groupes armés terroristes avec une idéologie djihadiste, qui sont des acteurs non étatiques, mais qui ont autant de poids et d'influence que les États eux-mêmes. Donc, comment va-t-on manœuvrer à l'avenir ? La situation devient de plus en plus compliquée, avec une Libye qui est très divisée, l'Algérie qui est encerclée. L'Algérie tient debout. Mais jusqu'à quand ? La Mauritanie tient debout. Mais jusqu'à quand ? Donc, quelles sont les solutions ? Et quelles sont les perspectives à venir ? Alors, le seul problème du Sahel aujourd'hui, ce sont ces militaires qui ont pris le pouvoir. Parce que la situation n'allait pas mieux avant les militaires non plus. Sérieusement, soyons clairs. Je veux dire que la situation, le problème, s'est aggravé avec ces militaires. Ces militaires ont divisé en fait les populations qui étaient censées être unies pour faire face à d'éventuelles menaces, mais ces militaires les ont complètement divisés. Ils ont divisé les peuples, les ethnies du Mali aujourd'hui. C'est cela le problème. Ils ont enfermé tous les politiciens du Mali. Ils ont dissous tous les partis politiques. Ils ont enfermé par exemple un certain Lamine Daou, qui était un étudiant, qu'ils accusent à tort d'être un terroriste. Ils ont enfermé Razbat, qui est un jeune politicien malien, d'accord, qui est très écouté au Mali. Cela fait plus de 5 ans maintenant, 3 ou 4 ans maintenant, qu'il est enfermé pour rien du tout. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Moussa Mara, qui est un ancien premier ministre du Mali, est enfermé pour rien du tout, parce qu'il a écrit une phrase en fait. Il a dit tout simplement que, tôt ou tard, le soleil va se lever. C'est tout. Ils l'ont enfermé. Ils ont enfermé Clément Dembélé. Clément Dembélé est très connu. D'accord. C'est un activiste malien. En fait, ce sont des intellectuels, des gens très intelligents, des gens qui rassemblent les Maliens. Ils ont chassé Mahmoud Dicko, d'accord? Et ces gens-là, ce sont des intellectuels que les Maliens écoutent. En fait, il faut rassembler les Maliens. Ils ont enfermé Tata Rose, d'accord, qui est une femme libre qui revendique tout simplement que l'on baisse les prix des aliments sur le marché pour que les gens puissent mieux vivre. Ils enferment ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils divisent le pays. Ahmed, est-ce que le retour à des pouvoirs civils, à un état civil ou à un gouvernement civil est pour autant une garantie de paix, d'un retour au calme, d'un retour au contrôle de la situation, alors qu'encore une fois, nous avons des régions entières qui font la taille de plusieurs pays européens et qui sont dominées par des acteurs non étatiques ? Et les autres États, comme l'Algérie ou la Mauritanie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire réellement ? Donc, on a bien compris que la réconciliation avec le Niger ne réglera pas le problème. Et d'ailleurs, en parlant, toi qui connais très bien la région à Médou, quand on fera le gazoduc transsaharien, est-ce que le Niger a la capacité de garantir sa sécurité ? Jamais. Voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai cet avis-là. Je n'ai pas l'impression que le Niger a la capacité. Il y a encore des attaques très puissantes au nord du Niger, pas loin de la frontière algérienne. Est-ce que l'armée algérienne doit intervenir, aller directement sur le territoire du Niger pour pouvoir mener
elle-même ses opérations. Quelle est la solution? Parce que ce gazoduc est aussi important pour le Niger que pour l'Algérie. Donc est-ce que l'Algérie doit s'impliquer davantage? Mais elle doit s'impliquer auprès de qui? Contre qui? Et avec qui? Alors, excuse-moi juste un instant. Oui. Le retour à l'ordre constitutionnel réglerait les problèmes parce que, vous savez, ces militaires-là qui sont dans ces 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ne peuvent pas du tout combattre les groupes djihadistes. C'est impossible. Les civils le pourront. Alors non, mais les civils sont des intellectuels intelligents qui savent discuter, qui savent négocier. D'accord. Ce sont des gens qui sont écoutés. D'accord? En fait, c'est un conflit. Ce n'est pas avec les armes qu'on peut régler ce problème. La communauté internationale, c'est-à-dire qu'il faut dialoguer avec ces groupes armés. Il faut faire un accord de réconciliation avec ces groupes armés. Écoutez, c'est cela en réalité, c'est cela. Avec ceux qui sont au pouvoir actuellement au Mali, on ne peut plus rien faire avec eux. Ils ont fait trop de mal. Ils ont fait trop de mal à tout le monde. Toutes les communautés maliennes, tous les intellectuels, tous les leaders politiques et de la société civile ont trinqué face à leur façon d'exprimer leur autoritarisme et leur totalitarisme. Mais cela ne veut pas dire que le militaire n'a pas sa place dans le pouvoir au Mali. Regardez par exemple ce qui se passe avec les différents régimes qui se sont succédés en Mauritanie. On a le général Aziz qui est parti faire des élections. Il est devenu président. Normal. Est-ce qu'Aziz tue des Mauritaniens? Non. Il a même dit aux Mauritaniens que tout Mauritanien qui a une critique peut s'exprimer. Et la télévision mauritanienne doit aller vers lui. On a vu des mécaniciens, on a vu des éleveurs le critiquer. Il organise même chaque année une audience avec les différentes couches de la Mauritanie. On a vu Ghazouani, qui est venu aussi, qui est un ancien général devenu président. On a vu Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry. Mais ceux qui sont au Mali, ce sont des criminels. Ce sont des criminels qui ont fait venir des mercenaires russes, étiquetés organisation terroriste, Wagner, par l'ordre mondial. La menace sécuritaire en Mauritanie n'est pas la même qu'au Mali. Au Mali, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus prédominante. Ils sont venus alors que la menace sécuritaire était en train d'être contenue. Mais là, ils ont effondré le Mali. Ils ont effondré le Mali. Aujourd'hui, ils sont en train de se chercher. Ils ne peuvent même pas quitter à 30 km de Bamako sans être héliportés. Vous avez tous les gouverneurs qui sont héliportés de leur région vers Bamako et de Bamako vers leur région. On va revenir au cas du Niger. On a dit que le constat est clair. Tiani est peut-être moins dur, moins brutal, etc. Mais il ne contrôle pas la situation dans son pays. Donc demain, on n'a pas la garantie qu'avec lui, le Niger sera stable. Il ne l'est pas. Il y a eu des attaques. Il y a récemment l'aéroport de Niamey qui a été attaqué. On est d'accord. Bien sûr. Bien sûr, récemment. Donc, comment peut-il garantir la sécurité d'un gazoduc ou comment peut-il garantir l'intégration régionale du Niger? Comment peut-il garantir le développement local auprès de sa population s'il n'est même pas capable de garantir la sécurité, qui est le pilier de la stabilité d'un pays? Ce que vous dites en fait, cela favorise les militaires, parce qu'ils ont utilisé le même discours
pour venir au pouvoir et pour se maintenir au pouvoir. Ils nous ont dit, bon, en fait, il y a de l'insécurité. On fait un coup d'État. On met en prison, on prend un président en otage. D'accord ? Mohamed Bazoum est pris en otage. D'accord ? Au Mali, c'est encore pire. Ils ont fait des coups d'État pour venir au pouvoir. En fait, ils ont utilisé le même discours pour venir au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Mais le résultat, c'est quoi ? Regardez juste le résultat. En fait, il y a des attaques tous les jours. Tous les jours. Donc cela veut dire qu'ils sont venus pour rien. D'accord ? Ils ne sont pas capables de régler ce problème-là. Maintenant, il faut des gens intelligents. Ces militaires-là, ceux qui dirigent. Vous avez vu ? Qu'est-ce que tu appelles des gens intelligents ? Sois clair. Qu'est-ce que c'est que des gens intelligents ? Cela veut dire quoi ? Des gens intelligents, ce sont des gens qui savent discuter, qui connaissent la stratégie, d'accord ? Qui savent discuter, d'accord ? Qui savent qu'il faut trouver un compromis avec les groupes armés en fait. Même avec Al-Qaïda et l'État islamique. Il faut trouver un compromis. En réalité, c'est inévitable dans la situation actuelle. Je condamne toute intervention militaire, elle serait inutile. Je condamne le terrorisme sous toutes ses formes. Non mais, je suis d'accord, on le condamne tous. Mais on fait comment ? On fait comment pour développer les pays, pour assurer la stabilité ? Tous les conflits, toutes les crises ont toujours abouti à un compromis. L'Algérie est un État souverain. Le Niger est un État souverain. Le Mali est un État souverain. Le Burkina Faso, la Mauritanie, la France où nous sommes. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que tout conflit finit toujours par une table de négociation. Alors pour finir, vous êtes d'accord pour dire que la réconciliation entre l'Algérie et le Niger ne suffit pas. Cela reste une poudrière. Absolument pas. L'Algérie est en train de jeter son argent en faisant un gazoduc qui va traverser le Niger. Parce qu'il y a quand même l'État islamique, le groupe le plus dangereux au monde aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est l'État islamique. Il y a le Boko Haram, un peu plus au sud, etc. Donc je pense que l'Algérie devrait plutôt dire à M. Tiani qu'il faudrait d'abord qu'il libère le président démocratiquement élu qu'il a pris en otage. La première chose. Ensuite, l'Algérie devrait exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Comment pouvez-vous traiter avec une dictature instable où il n'y a pas de sécurité ? L'État islamique aujourd'hui, c'est pire que l'héritage d'Al-Qaïda. C'est pire que la concurrence entre groupes terroristes, parce qu'ils font des assassinats ciblés. Comment l'Algérie ? Moi, quand j'ai appris cela, je ne comprenais pas en fait. Je me disais, mais l'Algérie en fait, c'est comme ces gens-là. Je suis désolé de le penser. En tout cas, je l'ai pensé. C'est-à-dire qu'un pays qui est à 90% contrôlé par l'État islamique, comment peut-il investir dans un gazoduc qui traverse le Niger ? Cela fait rire. C'est quoi leur projet ? Vous qui êtes Algérien, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'ils envisagent de faire ? Ils vont l'enterrer, le gazoduc, à plus de 100 mètres ? Ou bien ils vont sécuriser la zone ? Ou bien ils vont faire en sorte que le Niger se stabilise ? C'est la grande inconnue, mon cher. C'est la grande inconnue. On ne pourra pas répondre à toutes les questions dans cette émission. Je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Abdou. Merci beaucoup Amédou. Merci beaucoup d'avoir accepté de débattre avec nous. Je sais que c'est un sujet très sensible. C'est un sujet qui vous touche personnellement. Parce que c'est un sujet qui réveille des blessures, des traumatismes. Vous avez vécu des choses terribles, terrifiantes. Vous les avez décrites sur ce plateau.
Merci quand même d'avoir pu garder votre lucidité et votre rigueur intellectuelle. Vous êtes admirables, mes amis. On vous admire, même si on a beaucoup de désaccords avec vous, mais en tout cas, on vous admire. On aime beaucoup le Mali, comme on aime tous les pays voisins, tous les pays de la région. C'était, mesdames et messieurs, un débat pour essayer de comprendre la poudrière que représente toute cette situation. Elle est effectivement explosive. Moi, en tout cas, la conclusion à laquelle je suis arrivé, et le débat se poursuit sur les différentes plateformes en Algérie, c'est que il ne suffit pas de se réconcilier avec le général Tiani. Il faudra peut-être se réconcilier avec toute la région, et que le chemin est encore long pour garantir la paix, le développement et la sécurité dans notre région. Je vous donne rendez-vous pour d'autres débats et d'autres sujets.